Pourquoi parler d'écriture poétique à propos de Colette? Pour comprendre le sens de cette expression, il faut revenir sur les origines mêmes de la poésie. Dans l'Antiquité, la poésie est liée de manière étroite à la musique puisque les poètes déclament leurs vers en s'accompagnant à la flûte et surtout, bien sûr, avec la lyre. Ce qui nous renvoie au mythe d'Orphée, charmant par son chant poétique les animaux, les humains et bien sûr les dieux de l'enfer pour ramener Eurydice dans le monde des vivants. Cette dimension musicale de la poésie se comprend aisément quand on regarde les outils utilisés pour rendre la langue poétique. On a des outils qui visent à donner du rythme ou bien des effets de sonorité, une mélodie. Cet héritage, donc, de cette période où la musique accompagnait la poésie et où donc la poésie était chantée, eh bien, l'écriture poétique en conserve une dimension importante. Chez Colette, cette dimension musicale se retrouve à tout moment. Les effets de rythme sont en effet très présents, avec des figures de style qui reposent sur des répétitions, par exemple l'anaphore. Outre les anaphores, on va avoir des effets de rythme avec des répétitions ou bien des accumulations à rythme ternaire, comme dans ce célèbre passage de Dernier Feu, où les violettes envahissent au fur et à mesure le souvenir et deviennent prédominantes, et si bien qu'à la fin, on a vraiment l'impression de voir les violettes. On a encore des effets de rythme lorsque les phrases se développent avec des accumulations comme ici de compléments ou de propositions. La phrase se rallonge, le rythme se rallonge et donc on va avoir des effets d'accélération ou bien parfois également des effets de décélération. Donc des effets de rythme qui sont très importants. Toujours dans cette dimension musicale, les effets de sonorité sont également très importants. On va retrouver de nombreuses assonances ou de nombreuses allitérations, la plupart du temps les deux sont combinés, de manière à ce que la langue se fasse sonore, on l'entend en même temps qu'on la lit. Alors on vient de voir que qualifier l'écriture de Colette de poétique, c'est déjà faire référence à cette dimension musicale. Il faut ajouter un autre aspect qui est propre normalement à la poésie, mais qu'on retrouve également chez Colette. Il s'agit à la fois de la puissance évocatoire de la poésie et de sa capacité à dire l'indicible. La poésie a en effet un rapport au réel particulier, puisque le poète a un regard différent sur le monde. Il cherche dans l'ordinaire de la vie une certaine vérité sur le monde. Il va en quelque sorte dévoiler des éléments invisibles aux yeux de tous. Et cette idée se comprend très bien dans cette célèbre histoire rapportée par Roger Caillois, où le mendiant voit sa fortune augmenter parce qu'un homme a substitué aveugle de naissance par la phrase « Le printemps va venir et je ne le verrai pas ». Le printemps va venir fait surgir dans la tête des passants tout un monde différent qui lui permet en fait de comprendre toute la détresse de l'aveugle. On voit bien également cette idée que la poésie permet de dévoiler l'invisible dans cette citation de Jean Cocteau. La poésie dévoile, c'est-à-dire qu'elle montre ce que les autres ne voient pas. Le poète est celui qui dévoile. À cette puissance évocatoire s'ajoute une capacité à exprimer l'indicible. C'est pourquoi le registre lyrique est le registre le plus fréquent en poésie. Lorsque Orphée utilise la lyre, il dit en quelque sorte tout ce qu'il a au plus profond de lui-même et ce que tout le monde enferme au plus profond de soi-même. Mais le poète a la capacité de trouver les mots pour le dire. Puissance évocatoire, capacité à dire l'indicible, voilà deux caractéristiques qu'on va retrouver dans l'écriture de Colette.
La puissance évocatoire, elle est présente par exemple dans la manière dont elle décrit les paysages et notamment dans la manière dont elle utilise les sensations. L'abondance des sensations à travers les champs lexicaux, les verbes de perception ou encore dans la précision des détails vont permettre de faire surgir devant les yeux du lecteur l'objet décrit. Par exemple, dans Dernier feu, lorsqu'elle décrit les violettes, on voit surgir la fleur devant nos yeux parce qu'elle va évoquer l'ensemble des violettes qui peuvent exister et qui persistent dans sa mémoire avec toutes les nuances des couleurs possibles. Dans La forêt de Crécy qu'elle évoque en marge d'une plage blanche, eh bien, on a de la même manière les parfums de fraises et de chevrefeuilles qui nous font visualiser cette forêt. Et puis, de la même manière, lorsqu'elle compare les paysages de Nice et les paysages de sa Bourgogne natale, elle va évoquer l'odeur de la terre. Donc, toutes ces sensations nous permettent de faire surgir le paysage évoqué. Cette utilisation des sensations qui fusionnent et se confondent fait écho à la synesthésie utilisée par Baudelaire et dont fait état le poème Correspondance. La synesthésie permet de faire correspondre des sensations et permet ainsi d'évoquer par une espèce de fusion cosmique l'ensemble des sensations et l'ensemble des éléments qui nous permettent en fait de visualiser une face cachée du monde, comme Baudelaire le dit, une nature qui nous parle à travers des échos et des symboles. La puissance évocatoire est aussi présente quand Colette décrit certains détails, notamment lorsqu'elle décrit certains animaux. Par exemple, le merle dans Sido est un merle qui est gracieux, c'est-à-dire que lorsqu'il va utiliser sa patte pour agripper la cerise, eh bien, on a vraiment une délicatesse, un raffinement. Et tout de suite, on voit surgir cette patte et ce geste précis du merle. De la même manière, lorsqu'elle évoque le papillon dans La forêt de Crécy, eh bien, on a tout de suite cette image de la danseuse qui surgit. Et c'est exactement la même chose lorsqu'elle évoque dans Jour gris les frelons, où elle nous dit que ces frelons sont fourrés de velours, ce qui nous donne tout de suite l'image d'un petit animal revêtu d'une sorte de veste en velours. Donc on a vraiment une puissance d'une manière vraiment très subtile qui est à chaque fois utilisée pour faire surgir, pour évoquer le réel. Toujours par rapport à la puissance évocatoire de la poésie que Colette reprend dans son style d'écriture, il faut bien sûr revenir sur la figure des êtres chers qui apparaissent dans nos deux œuvres, en particulier les parents et, bien entendu, surtout Sido. Par deux fois, Sido surgit devant les yeux du lecteur, comme s'il s'agissait d'un tableau, plutôt d'une photographie, comme elle le dit elle-même. Ce que cherche Colette, ce n'est pas donc de décrire la réalité. Elle cherche à nous donner à voir en quelque sorte l'essence même des choses, la réalité la plus vraie du monde ou des êtres. L'image de Sido au centre du jardin et sentant le vent devient ainsi une sorte d'image d'une femme mythique transfigurée par le souvenir de sa fille. Une femme qui, par son lien avec la nature, avait aussi, comme les poètes, la capacité de voir le caché, de comprendre le monde autrement. Cette capacité de Sido, Colette en fait son héritage. Enfin, l'écriture de Colette rejoint la capacité de la poésie à exprimer l'indicible. Ici, il faut souligner le rôle central du premier récit, avec le rossignol qui, par son chant désespéré, son chant de lutte pour préserver sa liberté durement acquise, renvoie à la fois à la figure même du poète, à Orphée, mais évidemment à Colette elle-même. Colette s'identifie d'ailleurs au rossignol. On voit qu'elle positionne son écriture comme un chant de lutte. Et c'est bien pour cela que le registre lyrique est absolument omniprésent dans Sido et dans Lévry de la Vigne, même si, quand il s'agit d'évoquer ses parents, c'est toujours avec retenue, avec pudeur. Et lorsque elle va évoquer le pays natal ou l'enfance, c'est-à-dire le temps et les lieux disparus, elle va le faire avec une nostalgie
avec l'idée d'une fuite du temps qui n'est jamais désespérée, qui n'est jamais dans l'ordre d'une plainte absolument terriblement mélancolique. Non, elle le fait toujours avec une sorte de joie, de paix de l'âme qui nous renvoie à notre parcours, c'est-à-dire l'idée de réjouissance à travers la célébration. L'écriture de Colette est donc qualifiée de poétique parce qu'elle est à la fois musicale, évocatoire et lyrique. La particularité est bien sûr que Colette n'utilise pas en continu une écriture poétique. Elle utilise cette écriture poétique à l'intérieur de récits. Et ces récits utilisent tous les autres outils d'écriture propres au récit ou au romanesque et bien entendu d'autres registres, comme en particulier le registre satirique qui est très présent.